Israël Hayom, l'une des publications les plus extrêmes et les plus lues d'Israël, a interviewé Maria Corina Machado au sujet du Venezuela. Elle a parlé directement de l'Iran et de la Russie, ce qui m'a fait penser qu'Israël est peut-être impliqué dans la tentative des États-Unis de renverser Maduro en ce moment. L'article indique que depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, le Venezuela est devenu l'un des pays les plus hostiles à Israël et au sionisme en Amérique latine. Chavez, qui se considérait comme l'héritier idéologique de Fidel Castro et un allié des régimes de gauche, a rompu les relations diplomatiques avec Israël pendant l'opération Plomb durci en 2009, accusant Israël de génocide contre le peuple palestinien et le comparant au comportement nazi. Puis, lorsqu'on lui a demandé si les relations diplomatiques avec Israël seraient rétablies et si l'ambassade du Venezuela serait située à Jérusalem, elle a répondu « Certainement, le Venezuela sera le plus proche allié d'Israël en Amérique latine. Nous comptons sur le soutien d'Israël pour démanteler le régime criminel de Maduro et assurer la transition vers la démocratie. » D'accord. Donc la première chose importante à garder à l'esprit, c'est qu'il existe une importante minorité palestinienne au Venezuela. J'ai oublié le chiffre exact, peut-être entre 5 et 10%. Mais évidemment, ils seraient très anti-sionistes et de fervents partisans de Maduro, car Maduro est perçu comme très anti-américain. Et les Palestiniens tiennent l'Amérique pour responsable de son soutien au régime sioniste en Israël. C'est donc un facteur à prendre en compte. La raison pour laquelle je pense que Machado fait référence à Israël, c'est qu'elle essaie essentiellement de multiplier les arguments pour que les États-Unis soutiennent sa stratégie politique au Venezuela. Je ne suis toutefois pas vraiment sûr de ce que représente le lien avec Israël. Du point de vue d'Israël, il souhaite isoler l'Iran autant que possible, et le Venezuela est un proche allié de l'Iran. Mais, vous savez, je ne sais pas à quel point ces liens sont concrets ou solides. Il y a bien des connexions, mais je pense que c'est surtout une question de perception, davantage une tentative d'isoler l'Iran sur le plan du pouvoir d'influence. Donc je ne suis pas vraiment sûr qu'un changement de régime au Venezuela aurait un réel impact sur le conflit entre Israël et l'Iran. Cela réduirait certainement le moral en Iran, mais je pense que l'Iran fait actuellement face à beaucoup d'autres problèmes. Il y a une sécheresse qui épuise les ressources et le moral. Je pense donc qu'il s'agit d'un sujet périphérique, marginal. Il y a eu des accusations de la part d'Israël selon lesquelles le Hezbollah serait également entraîné au Venezuela. Bien sûr, sans aucune preuve. Chaque fois que les États-Unis cherchent à provoquer un changement de régime quelque part, comme au Venezuela, Israël, quel que soit son rôle réel, cherche à en tirer profit. Qu'est-ce que cela dit de leur relation? Ils sont toujours là, toujours présents, dès que les États-Unis tentent de mener un changement de régime ou une forme de guerre. D'accord. Je pense qu'il est très important que nous examinions la stratégie de sécurité nationale qui vient tout juste de paraître cette semaine. Et si on la lit, il est très clair que l'Amérique est en train de passer d'un empire fondé sur la coopération libérale multilatérale qui promeut les valeurs démocratiques dans le monde entier, à un empire fondé sur la force brute, sur l'usage de sa puissance. Et il y a 3 vecteurs du pouvoir américain, n'est-ce pas? Le premier financier, car l'Amérique contrôle la monnaie de réserve mondiale et toute l'infrastructure financière de la planète. Le deuxième vecteur est le corps amérino-otite maritime. Et le troisième vecteur, c'est le contrôle exercé par l'Amérique sur les infrastructures informatiques mondiales essentielles. Les États-Unis contrôlent donc les satellites GPS, les réseaux de fibres optiques sous-marins qui alimentent les télécommunications mondiales, n'est-ce pas? Ce sont là les 3 sources de la puissance américaine, les 3 piliers de l'empire américain.
Ce que la stratégie de sécurité nationale dit très clairement, c'est « profitons-en, utilisons les ressources dont nous disposons pour promouvoir nos intérêts à travers le monde ». Et si vous lisez cette stratégie de sécurité nationale, c'est un véritable argument public. On dirait presque un texte de Machiavel. L'idée générale est que l'Amérique va désormais commencer à tirer parti de ses alliés, des ressources de ses alliés, les Européens, les Sud-Coréens, les Japonais, afin de promouvoir les intérêts privés américains. En somme, l'Amérique va traiter la richesse et les ressources de ses alliés comme les siennes propres pour résoudre de nombreux problèmes américains, comme la dette de 38 000 milliards de dollars. Si l'on lit la stratégie de sécurité nationale, Israël n'y joue pas vraiment un rôle. Ce que l'Amérique dit du Moyen-Orient, c'est qu'elle ne considère plus la région comme aussi centrale qu'auparavant, car autrefois, le Moyen-Orient était une source d'énergie, une source de tensions géopolitiques et une source de terrorisme. Ce que dit la stratégie de sécurité nationale, c'est que sous l'extraordinaire leadership de Trump, sa vision, le Moyen-Orient n'est plus une source majeure de conflit, car l'Amérique est désormais exportatrice d'énergie et non plus importatrice. Elle n'a donc plus vraiment besoin de l'énergie du Moyen-Orient. Les accords d'Abraham ont apaisé de nombreuses tensions géopolitiques dans la région. L'opération Marteau de minuit a décapité la capacité nucléaire de l'Iran ainsi que sa force de projection militaire, de sorte que l'Iran n'est plus vraiment un facteur déterminant. À l'avenir, l'Amérique se détournera du Moyen-Orient, ce qui place Israël dans une situation délicate, car pendant longtemps, Israël a pu compter sur la puissance américaine pour imposer sa volonté dans la région. En gros, les contribuables américains ont subventionné l'État-providence israélien. Les citoyens israéliens ont bénéficié de soins de santé gratuits, entièrement payés par le contribuable américain. Ainsi, Israël perd de son importance dans la conscience politique américaine. Il existe un sentiment antisioniste croissant au sein de la population américaine, surtout chez les jeunes. Israël craint donc vraiment d'être abandonné par l'Amérique. Il essaye de s'impliquer autant que possible dans toute discussion. Cette guerre contre le Venezuela, entreprise par les États-Unis, ne concerne pas vraiment Israël, mais ce dernier veut s'insérer dans le débat. Je pense que c'est ce qui se passe ici. Les forces militaires américaines ont de nouveau été attaquées en Syrie. Le porte-parole du Pentagone a déclaré que 2 soldats de l'armée américaine et un interprète civil avaient été tués à Palmyre, en Syrie. L'attaque a eu lieu alors que les soldats menaient une rencontre avec un dirigeant local. Leur mission s'inscrivait dans le cadre des opérations dites de lutte contre l'État islamique. Vous avez mentionné qu'Israël pourrait craindre de devenir un peu insignifiant. Eh bien, on parle aussi de 2026. Certaines personnes vont jusqu'à la présenter comme le possible début de la Troisième Guerre mondiale. Il y a des spéculations selon lesquelles Israël se préparerait à une nouvelle guerre contre l'Iran, malgré le calme relatif observé jusqu'à présent. Lors d'une récente séance à huis clos du Comité parlementaire israélien des affaires étrangères, des responsables de Tsahal ont présenté un exposé détaillé sur le niveau de préparation du pays en vue d'éventuelles nouvelles négociations de conflit avec l'Iran. C'est ce qu'a rapporté le média israélien Ma'ariv. Les représentants de l'armée ont indiqué aux parlementaires que l'Iran avait considérablement accru sa production de missiles balistiques afin de reconstituer pleinement ses capacités de frappe, ce qui signifie qu'une guerre pourrait éclater très bientôt. Professeur Zhang Xueqin, votre commentaire. Donc Israël est engagé dans le projet du Grand Israël. Il croit que Dieu lui a promis toutes les terres allant du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire pratiquement tout le Moyen-Orient. Et Israël a déjà sécurisé la majeure partie de ce territoire.
L'Égypte reste un facteur, mais le régime égyptien est assez faible, donc Israël peut négocier avec l'armée égyptienne. Et si les négociations échouent, il pourrait commencer à attaquer l'Égypte. On peut donc s'attendre à un conflit entre l'Égypte et Israël assez bientôt. Mais le principal obstacle à la réalisation du projet du Grand Israël est bien sûr l'Iran. L'Iran demeure un adversaire redoutable au Moyen-Orient, et nous le savons à cause de cette guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Israël croyait vraiment pouvoir décapiter le régime iranien, n'est-ce pas? Ainsi, les Israéliens ont utilisé une combinaison de bombardements aériens, de sabotage économique et de frappes de décapitation, visant certains hauts responsables du régime iranien. Ils ont été surpris par la résilience du régime, par la rapidité avec laquelle il a pu remplacer ses responsables et par la cohésion de la population. Le peuple n'a pas profité de l'occasion pour semer le désordre ou se rallier contre le régime, comme les Israéliens l'avaient prévu. Ils ont également été étonnés par la contre-attaque militaire, lorsque des missiles balistiques iraniens se sont abattus sur Israël. Toute la fameuse défense aérienne israélienne, le dôme de fer, la fronde de David, n'a rien fait pour protéger Israël de la pluie d'attaques venue d'Iran. Israël a donc été réellement pris de court par la force du régime iranien. Mais les Israéliens sont fanatiques. Ils préparent cela depuis très longtemps, tu sais, et ils ont le sentiment que le projet du Grand Israël n'est plus qu'à une étape. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est abattre l'Iran. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire seuls, alors ils doivent entraîner l'Amérique dans une guerre contre l'Iran. Ce qu'ils ont toujours fait, ce sont des opérations sous faux drapeau. Si l'on regarde l'histoire d'Israël, ils en ont une longue série à leur actif. La plus célèbre, bien sûr, est l'attaque de 1967 contre l'USS Liberty. On peut donc s'attendre à une série d'attaques sous faux drapeau contre les intérêts américains au Moyen-Orient, pour forcer l'Amérique à y rester et, en fin de compte, provoquer un conflit entre l'Iran et l'Amérique. Et c'est à cela que ressemblera 2026. Oui, je veux dire, cela aurait très bien pu se produire en Syrie, avec le meurtre de ces forces du Pentagone à Palmyre. Cela suit exactement la même séquence, le même scénario que vous venez de décrire. Vous savez, professeur Jiang, avec cela, le calcul d'Israël, il existe quelque chose appelé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des amis de DD Geopolitics ont écrit à propos des accords Isaac, une nouvelle initiative lancée en 2025. C'est un projet conçu pour formaliser un bloc politique, économique et sécuritaire entre Israël et plusieurs États d'Amérique latine. Et bien sûr, Javier Milei en Argentine en est l'un des grands défenseurs, compte tenu de son attachement indéfectible à Israël. Mais cela reflète les accords d'Abraham, et donc la question se pose, pourquoi? Les États-Unis et Israël semblent assez alignés avec des visions similaires. Quelle est cette vision? Et pourquoi Israël s'intéresse-t-il autant à l'Amérique latine? Oui, donc je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que l'Amérique latine, et Trump l'a dit très clairement, est la sphère d'influence des États-Unis. Mais je crois que les accords Isaac suggèrent autre chose. Je pense qu'en fait, l'Amérique est un empire en déclin, non? La Pax Americana est un empire mourant. Il est surétendu, la population intérieure n'est pas satisfaite de l'empire et il doit se replier sur lui-même. Israël veut créer un nouvel empire, la Pax Judaïca. Et la Pax Judaïca est tout aussi ambitieuse que la Pax Americana. Elle veut s'étendre à travers le monde et faciliter le commerce mondial. Ce qui sous-tend la Pax Judaïca, c'est d'abord la technologie israélienne. Israël possède la meilleure technologie de surveillance au monde, et c'est parce que les Israéliens espionnent leurs voisins. Ils espionnent leurs voisins depuis plusieurs décennies, donc la technologie israélienne. Ensuite, il y a la diaspora juive, avec de nombreux hommes et femmes d'affaires juifs à travers le monde qui peuvent contribuer à faciliter la Pax Judaïca.
Et troisièmement, le Mossad. Israël possède vraiment la meilleure agence de renseignement au monde. Je pense donc que dans les prochaines années, nous verrons une concurrence croissante entre Israël et l'Amérique, où l'Amérique est un empire en déclin et Israël l'empire émergent. À mon avis, ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est une augmentation des investissements en Israël. Nous connaissons les ambitions de Trump à Gaza, où il essaye de reconstruire Gaza comme la Riviera du Moyen-Orient. Mais ensuite, regardez la Libye, la Syrie, l'Irak, n'est-ce pas? Ces endroits sont tous prêts pour le développement immobilier et la reconstruction. Et Israël veut clairement en être le leader. On peut aussi regarder du côté de l'Ukraine. Je pense que ce qui va se passer en 2026, et cela surprendra tout le monde, c'est l'intensification des relations économiques entre la Russie et Israël, car Israël souhaite participer à la reconstruction de l'Ukraine. De plus, je ne pense pas que les gens en soient vraiment conscients. Mais si l'on regarde l'histoire d'Israël, la plupart des Israéliens sont en réalité des Juifs ashkénazes. Et d'où viennent les Juifs ashkénazes? Ils viennent d'Ukraine. C'est donc en quelque sorte une autre patrie pour les Juifs. Je pense que cela surprendra tout le monde, cette concurrence croissante entre l'Amérique et Israël qui s'intensifiera en 2026. Ce qui est intéressant là-dedans, professeur Jiang, c'est, enfin, je le dis depuis un moment, qu'Israël cherche effectivement à devenir un empire. Mais il y a ici une dynamique particulière. Israël est très, eh bien, il faut le reconnaître, c'est horrible. Les crimes de guerre, les attaques, nous savons qu'Israël dispose d'un réseau de surveillance très développé, mais dans presque tous les autres domaines, il dépend réellement des États-Unis, surtout pour son soutien militaire. Alors, comment cela fonctionne-t-il dans ce cas? Parce que les États-Unis sont un empire en déclin, mais ils veulent encore préserver leur empire. Et même si, en apparence, ils semblent se plier servilement à Israël, ils tiennent certainement à maintenir l'image d'un hégémon. Même dans le document de la stratégie de sécurité nationale, le langage reste le même. Même si nous n'allons plus voir un ordre fondé sur des règles ou un interventionnisme comme auparavant, les États-Unis restent au sommet. Alors, comment concilier cela, n'est-ce pas? Je pense que dans l'avenir, les conflits mondiaux seront de moins en moins probables. Et la raison en est les armes nucléaires, n'est-ce pas? Si l'Europe et la Russie entraient dans une guerre totale, il y aurait le risque d'un recours à l'arme nucléaire. Donc je pense que dans le futur, les guerres de l'ampleur de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale seront improbables, car on ne peut pas vraiment contrôler l'échelle de l'escalade. Et il y a toujours ce risque nucléaire. Mais si l'on ne fait pas la guerre, un autre problème se pose. Comment contrôler et contenir sa population? D'un point de vue historique, tous les gouvernements finissent par devenir si corrompus que le peuple choisit de se révolter contre eux. Après les guerres napoléoniennes, qui ont tué des millions de personnes en Europe, il y a eu en Europe cette idée selon laquelle les Européens s'étaient mis d'accord pour ne plus jamais se battre entre eux. Et cela a conduit à ce qu'on appelle les révolutions de 1848, à un moment où il semblait que chaque régime en Europe allait être renversé par la bourgeoisie montante, alliée au prolétariat et à la classe paysanne. Ensuite, les Européens se sont dit, « Vous savez quoi? Faisons-le. Si nous ne partons pas en guerre, nos paysans vont se révolter contre nous de toute façon. Alors autant aller à la guerre. » C'est ainsi qu'ont eu lieu la guerre de Crimée, puis la guerre franco-prussienne. Et qu'en fin de compte, tout cela a culminé avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, avec les armes nucléaires, on ne peut plus vraiment envoyer les jeunes mourir pour apaiser les tensions sociales. La seule solution, c'est donc de créer un état de surveillance fondé sur l'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous voyons partout dans le monde. En Amérique, vous savez, il y a ces entreprises, 6, 7 entreprises,
qui construisent d'immenses centres de données d'IA à travers le pays. Et cela consomme énormément de ressources. OpenAI prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards de dollars en 2025. Et il demande quelque chose comme 1,4 billion de dollars pour construire des centres de données dans toute l'Amérique. Pourquoi quelqu'un donnerait-il autant d'argent à OpenAI? Eh bien, c'est parce qu'ils savent que ce qui arrive, en Amérique et ailleurs, c'est un état de surveillance fondé sur l'IA, où chacun recevra une identité numérique et une monnaie numérique, et où son comportement sera suivi et contrôlé pour prévenir les troubles populaires. Et c'est ainsi que le régime maintiendra le pouvoir dans tous les grands États-nations, y compris l'Amérique, la Chine, Nahamorans. Donc, l'IA représente l'avenir, mais d'une manière dystopique, d'accord? Elle ne va pas améliorer nos vies, elle va les rendre pires, elle va provoquer un chômage massif, elle va créer un immense appareil d'état civil. Bon, alors une autre question se pose. Qui contrôlera l'IA? Je dirais que les Israéliens sont mieux équipés que d'autres pour contrôler l'infrastructure de l'IA d'une manière sournoise et subtile, ce dans quoi ils excellent vraiment. L'armée israélienne dispose d'une unité appelée Unité 8200. Et si vous y passez quelques années, vous en ressortez comme un entrepreneur capable de gagner des milliards de dollars. Ainsi, les Israéliens possèdent toute cette technologie qui finira par soutenir l'état de surveillance fondé sur l'IA. Si c'est le cas, s'ils peuvent s'appuyer sur les systèmes de surveillance par AI déjà existants, alors ils contrôlent pratiquement le monde. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu utilises un VPN. Beaucoup de gens le font pour contourner l'état de surveillance. Mais devine qui contrôle le système des VPN. Ce sont les Israéliens qui contrôlent les VPN. D'accord? Si tu examines ces entreprises de VPN et que tu cherches à savoir qui les possède, ce sont principalement des Israéliens. Si tu vas aux États-Unis et que tu regardes l'appareil de sécurité nationale, des organisations comme la NSA, tu trouves beaucoup d'espions israéliens intégrés dans ces agences. Ainsi, l'ordre pétronumérique n'a pas besoin d'être un empire visible. Il peut être un empire caché et néfaste, contrôlant la technologie de l'IA à travers le monde. Diriez-vous que c'est un peu comme si Israël profitait des derniers avantages d'un empire mourant et en tirait parti, tandis que les États-Unis déclinent? Parce que vous venez de décrire un scénario, notamment avec l'intelligence artificielle, où les États-Unis, censés bénéficier de cette avancée technologique, sont en réalité en train de s'éroder. Et Israël finit par être celui qui en profite. Est-ce ainsi que vous le voyez? Qu'Israël tire un grand avantage du fait que les États-Unis soient un empire en déclin. Pourquoi ne ferait-il pas cela? C'est ainsi qu'on devient un nouvel empire, en étant celui qui prend la place de l'ancien. Si l'ancien empire se montre aussi stupide, fermé et arrogant, alors il faut en profiter. Ce qu'Israël fait relève de la théorie des jeux la plus élémentaire. N'importe quelle autre nation à la place d'Israël ferait la même chose. Ce n'est pas une question de morale, c'est simplement que l'empire est stupide, complaisant, corrompu, décadent, paresseux, hédoniste, égoïste. C'est stupide. Prends un risque, profite de la situation. Peux-tu développer les liens entre Israël et l'intelligence artificielle dans ce contexte? Parce que c'est important. On l'a vu avec de grands monopoles comme Palantir, etc. Mais jusqu'où ça va-t-il? Et peux-tu donner quelques exemples? D'accord, donc cet État israélien a vraiment été le premier à innover dans ce domaine. Pourquoi? Eh bien parce qu'il devait gérer les Palestiniens, n'est-ce pas? Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza étaient constamment sous surveillance. Les Israéliens disposaient de la technologie nécessaire pour suivre les déplacements de chaque Palestinien à Gaza. Ils savaient exactement où ils se trouvaient, grâce au suivi GPS.
et savaient précisément à qui ils parlaient, en utilisant les métadonnées issues des informations téléphoniques. Ils pouvaient même espionner l'ordinateur de n'importe qui, même si la batterie était déchargée. Ils utilisaient toute cette technologie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils devaient contrôler une population extrêmement violente et mécontente, les Palestiniens. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, Israël est une petite nation désertique sans ressources, entourée d'énormes ennemis. La Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, la Libye. Et comment faire face à cela? Eh bien, on y fait face en infiltrant leur régime, n'est-ce pas? On fait chanter leurs dirigeants, on écoute leurs conversations. Ainsi, Israël, pour assurer sa propre survie, a dû développer la technologie d'écoute la plus sophistiquée, qui a ensuite été transférée à la NSA. Et, pour être tout à fait honnête, il y avait de nombreux espions israéliens au sein de l'appareil de sécurité nationale à Washington, D.C., qui étaient particulièrement heureux de remettre à Israël la technologie américaine la plus avancée. La différence entre Israël et l'Amérique, c'est que la technologie américaine est souvent spéculative, quelque chose d'agréable à posséder, tandis que les Israéliens devaient utiliser la technologie de surveillance pour survivre. Ainsi, ils pouvaient constamment affiner et ajuster la technologie dans des situations réelles, et c'est un avantage énorme. Regardez cette guerre en Ukraine. Parce que la Russie doit mener cette guerre, elle a perfectionné la technologie et la guerre par drone. C'est donc la nation militaire la plus dominante au monde. Même si, sur le papier, l'OTAN semble plus forte que l'Amérique semble plus forte, ce sont les Russes qui le sont davantage, car ils ont une expérience du terrain. Et c'est la même chose avec la technologie israélienne de surveillance par IA. Ils travaillent avec une expérience réelle. C'est donc une technologie très perfectionnée, très sophistiquée et très ciblée.